Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine dédié aux produits et services proposés par Boursorama. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. On se retrouve pour notre point trimestriel sur la gestion pilotée faite par Sycomore Asset Management sur le contrat d'assurance vie Boursorama Vie. On s'était vu à l'été, Alexandre, pour parler conjoncture, résultats entreprises et leur impact sur la gestion des différents mandats. On se retrouve en octobre. Question toute simple, comment ce panorama a changé en 3 mois? Je pense notamment, mais pas que, au resserrement monétaire dont on a l'impression qu'on a assisté peut-être au dernier ou à l'un des derniers épisodes. Oui, alors vous le savez, il y a beaucoup de choses qui changent en un trimestre. Ouais. C'est assez palpitant. Sur le sujet du resserrement monétaire spécifiquement, il est lié au sujet de l'inflation. Sur l'inflation, la dernière fois qu'on s'était vu, on voyait quand même une tendance de ralentissement de l'inflation qui était assez ancrée. Et là, on arrive à un moment où ce ralentissement est un petit peu freiné. Alors par Ça ralentit plus autant qu'on ne le pensait. Voilà. Pour le dire on s'attendait à un retour, disons, plus rapide vers l'objectif des banques centrales qui est de 2% d'inflation. Et là, en fait, on stagne autour de 4, 4,5%. Et on voit deux choses. La première, c'est qu'aux États-Unis, les prix de l'immobilier ne ralentissent pas tant que ça. Et la deuxième chose, et c'est la plus grosse crainte, c'est la résurgence sur les prix des matières premières et en particulier du pétrole. Et donc avec les récents événements, ce risque-là est encore plus prononcé, donc fait craindre qu'on ait un regain d'inflation et que le resserrement monétaire ne soit pas terminé. Néanmoins, je pense, et en tout cas c'est ce qu'elle nous annonce, que les banques centrales ont fait le gros du travail pour ce qui est de la hausse des taux courts sur le resserrement monétaire. Donc je pense qu'elles vont maintenir ces taux assez élevés pendant plus longtemps, c'est ce qu'elles nous disent. C'est le fameux higher for longer. Voilà, donc ne pas parler de pivot, c'est un peu tôt pour parler de pivot, mais néanmoins oui, on est bien plus proche de la fin que du début. On dit ça malheureusement trimestre après trimestre, et entre guillemets ça continue, mais c'est le cas, on est vraiment plus proche de la fin. Et puis il y a d'autres facteurs, d'autres éléments de l'économie qui ont changé. Pareil, je reprends la comparaison avec la dernière fois où on s'était vu, où on disait que la consommation, c'est un peu ce qui tenait l'économie. Et là, on voit les premiers signes de ralentissement de la consommation. Donc déjà, il y a une partie de la consommation qui se transfère du textile, de l'habillement vers plutôt les voyages, qui sont des dépenses peut-être moins fréquentes aussi. Et donc la consommation dans son ensemble a tendance à ralentir, avec une industrie de l'autre côté qui ne redémarre pas plus que ça. Donc on sent que le cycle économique, on est plutôt globalement en fin de cycle. Et les banques centrales voient ça également. Donc elles ne peuvent pas remonter les taux, continuer à serrer la vis éternellement. Absolument. Elles ne peuvent pas faire ça sous peine de nous faire vraiment plonger en récession ou qu'il y ait quelque chose qui craque. Donc on pense que ça y est, les banques centrales vont s'arrêter là. Globalement, les taux vont stagner là où ils sont. Ce qui peut être, disons, retranscrit en une opportunité, qui est la classe d'actifs obligataire, qu'on avait oublié pendant des années, et qui aujourd'hui procure un rendement qui nous semble très intéressant, que ce soit sur les obligations d'État ou sur le crédit, sur les obligations d'entreprise. Donc on va dire l'impact de tous ces changements, on en a énuméré quelques-uns, c'est peut-être, et on le voit sur un marché action qui est un petit peu plus hésitant ces derniers mois, une aversion au risque qui finalement est un peu plus grande. Donc d'augmenter, on va dire, la poche obligataire un petit peu au détriment de la poche action aujourd'hui nous semble opportun. D'accord. Surtout dans ce que vous venez de dire, Alexandre, il y a 2 éléments que je retiens. Il y a cette incertitude sur les prix de l'énergie, pétrole et peut-être encore plus gaz, avec ce qui se passe en ce moment. Et puis finalement, un centre d'attention qui se déplace sur la vigueur, ou en tout cas, est-ce que l'économie va pouvoir tenir ce scénario d'atterrissage en douceur de part et d'autre de l'Atlantique d'ailleurs? Oui, on est assez positif sur le fait que l'atterrissage en douceur va se faire, en particulier aux États-Unis. En Europe, c'est un autre problème parce que le mix énergétique est quand même assez différent. Et c'est sur ce point que ça va se jouer. On le voit récemment, il y a eu une réaugmentation du prix du gaz. Sur les événements des 10 derniers jours, le prix du pétrole a un petit peu augmenté. C'est pas choquant, mais voilà, on a une petite augmentation de prix sur ces matières premières-là. Il faut maintenant voir les conséquences de ces événements-là. Si le conflit venait à s'élargir
j'allais dire finalement jusqu'à l'Iran, qui est le point central de cela. C'est quand même le 3e producteur mondial de gaz, c'est le 8e producteur mondial de pétrole. Donc oui, les exportations sont sous embargo et ne concernent que le Moyen-Orient et la Chine, grosso modo. Mais si demain c'était un embargo beaucoup plus généralisé, on se priverait de 3,5 millions de barils par jour, ce qui aurait un effet sur le prix assez fort. Et même sans parler du conflit, on parle pour cet hiver d'une pénurie de diesel liée à ce qu'on fait sur le pétrole russe. Donc même sans ces événements, j'allais dire, le prix des matières premières risquerait d'augmenter. Donc voilà, c'est vraiment le risque majeur, parce que si on se retrouve dans un environnement géopolitique compliqué, avec une inflation qui repart et donc des banques centrales qui ne peuvent pas assouplir leur politique monétaire, on se retrouve dans le scénario de début 2022 avec le conflit Russie-Ukraine. Bon, et ça, on n'aime pas trop, on n'a pas trop envie. Bon, on va surveiller. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, on a sur les marchés des taux qui reviennent à des niveaux records. C'était encore le cas récemment. Des marchés actions qui hésitent. Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais est-ce qu'on peut développer? Quelles conséquences vous en tirez sur la gestion des différents mandats de la gestion pilotée? Alors, en fait, on est passé légèrement sous-pondéré sur la partie action. Ce qu'on a vu ces derniers trimestres, c'est une surperformance, je généralise, mais des méga capitalisations, que ce soit sur la tech ou même sur un indice comme le CAC 40, en général, les plus grosses capitalisations. C'est hyper concentré. Hyper concentré, et donc c'est très difficile pour la gestion active de surperformer dans cet environnement-là. En plus, nous avons tous les risques que j'ai mentionnés, et donc on pense que de se retirer en partie du marché action, nous gardons nos thématiques, nous gardons nos convictions sur pas mal de thématiques. On retire un petit peu de cette partie-là pour aller sur l'obligataire, et encore une fois, sur tout le spectre de l'obligataire. Donc, on a les taux souverains qui rapportent entre 4 et 5%, disons, mais on a aussi la dette d'entreprise qui est beaucoup plus élevée en termes de rendement. Vous avez là des rendements qui sont entre 6,5 et 12%. Je vais jusqu'au bas de la dette financière. Vous avez du 12% aujourd'hui. Donc, en fait, je me place dans mes différents scénarios. Si quelque chose craque, les banques centrales vont devoir à un moment donné monétiser la dette des pays et donc redevenir accommodantes. Ça devrait faire baisser les taux. Si on est dans un soft landing, c'est que l'inflation a réussi à ralentir et que pareil, on n'a pas besoin de resserrer autant. Donc ça devrait au moins payer sur la partie portage et les taux ne devraient pas remonter. Le seul risque, c'est celui que je mentionnais, c'est que la croissance tienne bon an mal an et que l'inflation reparte à la hausse. Ce qui est, on va dire, la plus petite probabilité dans les mois à venir dans mes différents scénarios. Pas votre scénario privilégié, clairement. Voilà, donc en fait, on se retrouve avec 2 scénarios sur 3 où l'obligataire paraît assez opportun. Donc on augmente cette poche-là assez sensiblement. D'accord. Et on sous-pondère la partie action, notamment sur ce qui a sous-performé récemment. Je pense que ça fait une bonne transition avec l'ESG, avec l'ISR en général. Les valeurs environnementales ont été délaissées, ce qui, en termes de valorisation, apporte quand même une opportunité. Là, on commence à avoir les tendances des de valeurs long pas terme, chères. voilà, oui, restent-elles bien présentes. Et pourquoi on reste sur la thématique, ça c'est important de l'ajouter, c'est que si on a un risque d'augmentation des prix du pétrole, vous le savez, plus le prix du pétrole augmente et plus on a une opportunité économique à aller sur les énergies alternatives que sont le solaire, l'éolien, etc. Donc ça peut créer une opportunité financière pour ces valeurs qui ont été, dont certaines ont été massacrées en bourse. Et donc nous gardons cette thématique-là. Pareil, sur la thématique de la technologie, on reste investi. Alors évidemment, on n'a pas forcément les plus grosses capitalisations en portefeuille via nos fonds parce que certaines ne rentrent pas dans nos critères ISR et on ne changera pas nos convictions pour essayer juste de pour faire rentrer les stars du moment. Voilà. Donc ça on garde, mais sur le reste, on a tendance à se retirer un peu. Je pense notamment sur la partie émergente. La partie émergente ne fonctionne pas très bien depuis le début de l'année, mais même avant. Donc on se retire de cette partie-là. Et à chaque fois qu'il y a un retrait sur la partie action, on va plutôt alimenter la poche obligataire et donc être plutôt prudent, disons, en position d'attente, parce qu'on ne sait pas tellement où le marché action va aller demain. Bon, vous l'avez évoqué, Alexandre, effectivement, la gestion pilotée Sycomore Asset Management, la marque de fabrique, c'est cette gestion socialement responsable, 100% des fonds qui sont labellisés ISR. Justement, pour les gens qui nous regardent, quels sont les éléments extra-financiers qui ont retenu votre attention sur la période écoulée qu'il faut avoir à l'esprit?
Alors, la sous-performance des valeurs environnementales, j'en ai parlé, Oui. j'y reviens pas. Donc il y a cette partie sur l'environnement, mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que la transition énergétique est absolument nécessaire, qu'elle va se faire, que les investissements sont en train de se faire et que ça va amener de la croissance. Donc cette conviction-là, qui est une conviction de long terme, elle reste intacte, j'allais dire. La deuxième chose, c'est que dans un contexte où les taux arrêtent de monter, ces valeurs-là pourraient surperformer. Même si la valorisation a baissé, oui. On n'est pas sur des valeurs qui sont extrêmement bon marché ou dites value. Et disons que si les taux venaient à baisser, la Fed nous promet 2 baisses de taux l'année prochaine, si on commence à avoir ce mouvement, ce pivot, ça pourrait être une opportunité. Ça, c'est le premier point sur les valeurs environnementales et sur l'environnement en général. Le second point, c'est sur la gouvernance. Oui. Et on voit, et on le voit même au cours du dernier trimestre, que la gouvernance a une importance capitale dans l'analyse financière. On le voit avec l'exemple parfait, c'est la grève automobile aux États-Unis. Oui. C'est une histoire d'échelle de salaire, tout simplement. Donc ça peut avoir un impact économique très fort. Ça n'a pas eu un impact de marché sur ces valeurs-là extrêmement important, mais ça pourrait. Si la grève continuait, ça pourrait avoir un impact sur le cours de bourse. On le voit aussi, une autre question de gouvernance sur des entreprises, alors on peut citer Carrefour, mais sur les hypermarchés en général, sur la façon dont les franchisés sont traités, ce qui a amené la sortie d'un bouquin qui a un peu défrayé la chronique. Là non plus, on n'est pas sur un sujet type Orpea, mais on n'est pas loin, ça aurait pu avoir un impact assez fort. Et puis le dernier point qui m'a marqué sur le côté ESG, sur le sujet de l'ESG, c'est finalement le virage à 180 degrés des politiques aux États-Unis notamment, qui remettent complètement en cause l'investissement socialement responsable, comme quoi ce serait une mauvaise idée. Donc ils remettent en cause tout ce qui peut être mis en cause. C'est problématique ça quand même, non? Ah bah oui, c'est un peu problématique, oui. Et surtout quand on a quand même des grosses entreprises américaines dans le secteur de l'asset management qui ont dit qu'ils passaient tout en ESG, etc. Alors, je suis d'accord sur le sujet qu'il ne faut pas essayer de laver plus blanc que blanc. Mais de faire un virage 180 degrés et de dire tout est investissable et puis finalement le ESG c'est pas bon et on met tout à la poubelle, ça me paraît pas être une bonne solution non plus. Je pense que notre profession a un rôle à jouer dans tout ce qui est transition et d'aller, j'allais dire entre guillemets, vers un monde meilleur. Donc voilà, c'est assez étonnant et c'est vraiment un sujet qui tient à cœur de pas mal de politiques. C'est presque un slogan de campagne, j'allais dire. Donc ça m'a étonné, oui, de remettre complètement en cause tout ce sujet qui a mis des années à se bâtir. Mouvement qu'on constate plus aux États-Unis qu'en Europe. Oui. Là-dessus, il faut marquer aussi la différence entre les deux continents. Absolument. Mais c'est marquant, on sait que l'Europe parfois suit les États-Unis. Aurait tendance à suivre. Donc voilà. Bon, c'est la question qu'on aime le moins dans Bourse Focus. En tout cas, vous l'avez dit, dans cette période très très compliquée. Quels sont, Alexandre, vos scénarios pour la fin de cette année et finalement vos positions sur les mandats à un moment où on sent bien que l'incertitude est très forte? Bah oui, le scénario, il est difficile à décrire parce qu'il y a quand même beaucoup de risques qui peuvent se matérialiser. Et il y en a plein qu'on n'a pas énumérés. On aurait pu parler du shutdown, de la fermeture de l'administration américaine. Pour la difficulté de négocier à la hausse le budget américain. Exactement. Et quand on n'y arrive pas, finalement, on ne paye plus les factures et les administrations sont fermées. Exactement. Oui. Donc il y a des discussions. Je crois qu'il reste une trentaine de jours avant un potentiel shutdown. C'est un risque fort. À l'inverse, on peut avoir une bonne nouvelle sur les discussions qui concernent le pacte de stabilité en Europe, que je rappelle très brièvement, c'est 3% de déficit et 60% de ratio dette sur PIB. Donc ça, on voudrait le remettre en cause parce qu'il y a des années exceptionnelles où les pays sont obligés de faire plus de déficit. Donc si ça venait à être validé, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe. Il y a les taux élevés qui ralentissent pas, il y a le risque d'inflation. Donc tous ces nuages à l'horizon, finalement, d'ici à la fin de l'année, sur les 3 derniers mois, vraiment, sont un gros point d'interrogation. Mon scénario, c'est que le marché continue d'évoluer dans cette espèce de range dans lequel il est depuis quelques mois maintenant. Donc sur le marché action, modulo la saison de résultats qui arrive là. Sur les trimestriels. D'ailleurs, je pense que le marché va enfin shifter de macro à micro et se concentrer sur les résultats, justement parce qu'on manque de boussole sur la macro. Mais sinon, un scénario plutôt, j'allais dire, neutre d'ici à la fin de l'année.
En revanche, et je pense que vous l'avez compris, commencer à construire une position sur l'obligataire me paraît très opportun aujourd'hui. Je pense qu'au même titre que quand on s'est un peu regardé en chien de faïence en se disant mais pourquoi on n'a pas vendu à découvert les obligations d'État alors qu'on savait très bien que les taux allaient monter, bah là on peut se dire que bon, des taux US à 5%, à 2 ans, c'est pas inintéressant. Oui. Donc, commencer à construire une position là-dessus dans un environnement où le marché est un petit peu le marché action est un petit peu chahuté, me paraît être la position la plus intéressante aujourd'hui. Bon ben voilà, hein, le charme retrouvé de l'obligataire, c'est un petit peu la conclusion de ce point trimestriel. Merci beaucoup pour ces explications, Alexandre. On se retrouve voilà, début 2024 pour faire avec plaisir. Le bilan sur cette année 2023. Merci Alexandre. Merci. Bourse au Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.